Bonsoir, nous sommes le lundi 13 juin 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Ce soir, on continue à analyser le premier tour des législatives avec 3 candidates de la NUP, Elsa Faucillon, Daniel Simonet et Sophie Taillé-Polian, et notre journaliste qui couvre l'exécutif, Ilyes Ramdani. Quelle que soit l'issue de ces législatives, la performance est déjà inédite. La gauche écologiste et sociale rassemblée est au coude à coude avec la majorité présidentielle en nombre de voix à l'issue du premier tour d'hier. L'autre fait politique de ces élections est une abstention historique, plus de 52%. Pour en discuter, 3 candidates qualifiées au second tour sous l'étiquette NUPES. Bonsoir et bienvenue à tous les 3. Daniel Simonet, vous êtes élu au Conseil de Paris, élu insoumise. Vous avez fait 47% des voix face à la candidate d'hiver gauche, Lamia El Harraj, qui a fait 3 fois moins, dans une circonscription plutôt traditionnellement acquise au PS. Elsa Faucillon, vous êtes députée communiste sortante des Hauts-de-Seine, vous avez fait 54% des voix, mais pas assez d'inscrits sont allés voter pour que vous soyez élus dès le premier tour, donc au second, vous serez face à la candidate Ensemble, Marie-Ange Badin. Sophie Taillé-Polian, vous êtes sénatrice écolo issue du mouvement Génération, vous briguez la 11e circonscription du Val-de-Marne, vous avez obtenu 49% des voix, soit le double du candidat Ensemble, Erwan Calvez. Et Ilyes Ramdani, salut Ilyes, tu suis l'exécutif. Oui, moi je suis pas au second tour. Tu n'es pas au second tour, mais tu seras là bien après. Exactement. D'abord, peut-être un mot sur l'abstention historique. La leçon, c'est que l'union des gauches ne suffit pas à mobiliser ceux qui ne votent pas ou ceux qui votent par intermittence. J'y vais ou pas? Ah ben vous allez tous y aller, donc allez-y. L'abstention, elle est forte et de plus en plus forte au cours de cette 5e République. Sur les 5 dernières élections législatives, elle baisse à chaque fois à peu près de la même manière, la participation. Elle baisse à chaque fois. Ce qui nous fait dire d'ailleurs, collectivement, que cette 5e République ne va pas, que la démocratie est largement à bout de souffle. On le constate, nous, quand les militants, les militantes sont sur le terrain et qu'on tente de convaincre, on tente de faire en sorte que la participation citoyenne soit la plus large possible. Et c'est pour ça qu'on demande la 6e République et qu'on veut la participation citoyenne la plus large possible. Et puis vous dites que la participation a été moindre aussi et qu'on aurait pu s'attendre avec la dynamique de la NUPES à une participation plus grande. Ce que je constate dans ma circonscription, c'est quand même que celles et ceux qui avaient fait fort à la présidentielle en se mobilisant dans les quartiers populaires pour mettre la gauche très haut, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon, ont continué pour une part à le faire et à considérer cette élection législative comme l'opportunité d'un 3e tour. La 3e donnée, c'est que cette union, elle est à la fois profonde et à la fois elle s'est faite il y a trop peu de temps et que très certainement il y a encore besoin pour nous de pouvoir convaincre et rendre crédible l'idée que cette union, elle n'est pas juste une donnée ou un facteur électoral, mais qu'elle est aussi une union qui s'ancre partout, localement et de manière plus profonde peut-être. Sophie Taillé-Polian. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Elsa. C'est-à-dire que là, on a monté un peu un joli barnum pour les élections, législatives, et qu'il convient maintenant de construire des choses un petit peu plus en dur pour approfondir, et pour aussi faire vivre sur les territoires. C'était quand même un accord et c'était normal, vu le temps qu'on avait, c'est pas fini. Deux parties. Donc d'une part, c'est pas fini, et là, on est tous très mobilisés pour le 2e tour. Mais au-delà, il faut faire vivre ça sur le terrain, et puis trouver les formes concrètes. Après, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est aussi quand même qu'on a eu, on peut toujours, et c'est un peu c'est normal, on est on s'auto-critique, on réfléchit à ce qu'on a fait, etc. Mais il y a quand même aussi une volonté d'anesthésie générale du débat politique dans ce pays depuis le 2e tour de l'élection présidentielle. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu un pouvoir qui a absolument rien dit, rien fait, a fait durer une espèce d'atonie, alors qu'il y a beaucoup de choses qui auraient déjà pu être faites. Vous estimez la majorité responsable en partie de l'abstention, parce qu'à la limite, elle vous laissait un boulevard pour dérouler vos arguments. Mais quand on parle tout seul, on parle dans le désert. Donc nous, on a quand même, et avec Jean-Luc Mélenchon et avec l'Union des gauches, installé un débat droite-gauche, mais on a quand même eu en face de nous, outre les exagérations et les accusations
manipulation de je ne sais pas quoi pour nous diaboliser. Et sinon, silence radio. Je veux dire, la Première ministre, elle a beau jeu de dire qu'elle va faire un projet de loi sur le pouvoir d'achat, elle aurait déjà pu prendre un certain nombre de mesures, y compris des mesures qui étaient parmi les promesses d'Emmanuel Macron. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires, ça aurait déjà pu être fait. Donc il y a une forme d'anesthésie complète. Et évidemment, ça n'aide en rien celles et ceux qui veulent faire vivre le débat. Oui, il y a une grande responsabilité d'Emmanuel Macron qui a cherché à enjamber l'élection législative. Il n'avait déjà pas accepté qu'il y ait un débat de son bilan du quinquennat. Il n'a pas voulu présenter de programme. Et donc, il a tué le débat possible sur ces législatives. Or, nous savons quelles sont ses intentions. Quand il annonce à la Commission européenne qu'il veut réduire le déficit à 3%, ce qui va occasionner 80 milliards par an de coupes austéritaires, on sait que ça va être par exemple 10 milliards en moins sur les collectivités locales et territoriales. Donc ça veut dire les services publics locaux cassés, brisés, ça veut dire aussi des augmentations de TVA, ça veut dire des coupes franches dans les services publics, hôpitaux, éducation nationale. Bon, on sait qu'il y a dans sa volonté dans sa volonté politique une accélération de sa politique libérale qui va être très dure. Il n'a pas voulu la mettre en débat. Est-ce que on peut aussi se donner comme raison à l'abstention peut-être le manque de représentativité de l'Assemblée ou de la future Assemblée, et notamment des candidats qui se présentent, c'est-à-dire qu'on a très peu de candidats issus des classes populaires, issus du monde ouvrier. Il y a bien dans votre camp des symboles qui seront possiblement peut-être élus, le boulanger qui s'était engagé pour son apprenti exilé Stéphane Ravaclé dans le Doubs, Rachel Keke, la gouvernante militante de l'Ibis des Batignolles dans le Val-de-Marne. Mais comme le disait François Ruffin, est-ce que ce ne sont pas un peu les arbres qui cachent la forêt ? Est-ce que vos candidats sont assez divers en termes d'origine de classe sociale, pour inciter les abstentionnistes ? Est-ce que vous avez fait assez sur ce point ? Moi, je pense qu'on n'en fera jamais assez, donc ce sera toujours nécessaire de se remettre en question. Et tout notre rôle, par exemple, des futurs députés à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas simplement de faire un travail brillant à l'Assemblée nationale, dans le cas où Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, pour élaborer toutes les lois pour transformer, ou bien dans le cas où nous sommes une force d'opposition, de résister à Macron, mais ce sera aussi de jouer un rôle, de contribuer à l'auto-organisation citoyenne, et donc à l'émergence à tous les niveaux de figures qui contribuent à cette organisation. Ça on connaît votre engagement militant dans la rue, dans les manifs. La question de l'implication citoyenne pour pouvoir faire émerger des figures qui candidatent, doit être un impératif politique permanent. Ça l'était déjà ces dernières 5 années ou pas ? Je pense, oui. Et je pense d'ailleurs que si on n'a pas d'auto... Je vous coupe, mais comment expliquer le faible nombre de candidats issus des classes populaires au sein de la NUP, alors même que ce sont vos combats, c'est ce sur quoi on vous entend, la justice sociale, une meilleure représentativité. Comment ça se fait que vous avez si peu de candidats issus des classes populaires ? Alors, d'abord, moi, je voudrais regarder un peu plus précisément parce que... Il y en a beaucoup plus que les autres formations politiques. Quand même. Non, mais vraiment beaucoup plus. On l'imagine, mais comme c'est votre cœur de bataille... Quand il y a Sarah Lecun qui est enseignante et qui est élue députée au premier tour, des enseignants dans le primaire ou dans le secondaire, il n'y en avait pas beaucoup dans l'Assemblée à laquelle j'ai participé pendant ces 5 dernières années. Ou d'ouvrières. Pour être précise, parce que les classes populaires et les classes moyennes, ça représente aussi le monde enseignant quand il l'embauche à 1 400 €. Voilà. Ensuite, moi je pense que c'est un combat, comme c'est un combat, le féminisme que nous devons livrer, y compris dans nos organisations politiques, et je peux vous dire que toutes les trois, nous le menons et nous continuerons de le mener, que les classes populaires ou les représentations aussi de personnes racisées, pour dire les choses très concrètement, c'est un combat qu'on doit continuer de mener. Après, dire que c'est responsable de la faible abstention... non, est-ce que c'est pas une des de clés ? La faible participation, par exemple, je crois qu'évidemment, c'est un levier, la représentativité, elle est un levier démocratique extrêmement important. Elle est une obligation aussi, morale d'ailleurs. De dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui constitue le boost supplémentaire, je vais pas jusque-là. Ilias, tu voulais réagir ? Non, j'allais simplement... j'avais l'exemple de la Seine-Saint-Denis en tête qu'on avait regardé, où par exemple, on voit bien... Alors, les députés sortants font des bons scores, mais globalement, pas, à cause de l'abstention, ne sont pas réélus. C'est votre cas aussi, Elsa Faution, dans les Hauts-de-Seine. Et
quand on regarde plus précisément, par exemple, on a à La Courneuve, je prends 2 exemples très rapidement, à La Courneuve, une candidature citoyenne de quelqu'un qu'on avait reçu ici, d'ailleurs, Ali Djouara, qui a créé un mouvement citoyen qui s'appelle Seine-Saint-Denis au cœur, qui fait 20% sur sa ville, alors qu'il y a 2 candidatures des partis de gauche, une du Parti communiste, une plutôt proche de la France insoumise, et il fait 20% quand même. Donc ça veut dire que ce message de représentativité, puisque c'était le cœur de sa campagne en fait, de dire nous on soutient pas la NUP parce qu'on n'a pas été entendu, nous militants des quartiers populaires, nous militants racisés, etc., ça fait 20%. Donc il y a quand même une aspiration dans une terre de gauche. Vous parlez d'une circonscription où il y a Samia Bouroua qui est candidate et Asdine Taïbi. Bien sûr. D'accord. Non, mais dans cette circonscription, il faudrait opposer des partis politiques qui ne sont pas des candidatures citoyennes, mépriseraient, et des gens populaires, citoyens populaires, racisés, tous les candidats, etc. On a des choses qui peuvent à la fois parfois grandement se recouper, et c'est d'ailleurs pour ça que pour nous l'intersectionnalité fait aussi partie d'une grille de lecture, d'analyse du monde et de la société. En revanche, elle ne se recoupe pas toujours. C'est-à-dire que là, on a soit Asdine Taïbi, soit Samia Bouroua, qui sont des gens issus du monde populaire, tous les deux, qui sont des personnes racisées, toutes les deux, qui ne sont pas des candidatures citoyennes. Avec 20% des électeurs cornéliens elles sont des candidatures et populaires et racisées. Et l'autre exemple. Et le deuxième exemple, très rapidement, c'est sur la circonscription Clichy-Montfermeil, etc., où déjà, il y a 5 ans, à l'époque, c'était la France Insoumise, avait parachuté Juan Branco, l'avocat, et ça n'avait pas marché. Et cette année, il y a une candidature de gauche, pareil, qu'on peut appeler parachutée, avec le secrétaire national Jérôme Legarde du Parti ouvrier indépendant, vous m'arrêtez si je me trompe, le POI, qui fait un des plus mauvais scores de l'Union de la gauche en Seine-Saint-Denis, avec une candidature de quelqu'un qui est tout à fait méconnu sur la circonscription, qui est un homme blanc d'un certain âge, etc. Donc, quand on regarde dans le détail des circonscriptions, il y a effectivement quand même une sorte de corrélation qu'il faudrait affiner, il faut passer des jours et des semaines à les regarder, mais une sorte de corrélation entre la façon dont les candidats et candidates ressemblent à la population, la façon dont les candidatures sont construites et les scores électoraux. Donc c'était un peu pour alimenter le débat, même si j'entends les arguments, etc. Mais là, comme dans le second exemple que vous citez, c'est aussi la question de est-ce qu'on habite dans l'endroit où on est élu, est-ce qu'on y vit sa vie quotidienne comme tout un chacun ou pas, ou est-ce qu'il y a effectivement la question de proposer des candidatures qui ne connaissent pas du tout le territoire, donc qui ne connaissent pas les gens, etc. Et la question pour moi de la légitimité de l'élu, y compris tant qu'on est dans ce système, on peut parler de la proportionnelle, après ce serait autre chose, mais là on est dans un système où les élus, ils sont attendus sur le territoire, sur leur territoire. Je crois qu'on partage toutes les trois cette implication très forte de là où nous sommes élus, c'est là où nous vivons et où nous militons depuis des années. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut faire attention à pas non plus tout mélanger. Et je crois que c'est, pour moi en tout cas, la question de se dire qu'on milite là où on est élu et on est élu là où on milite, elle est très importante. Alors justement, l'ancrage local, on l'a vu dans la soirée électorale qu'on a passée hier à analyser ici des résultats, y compris de la majorité, que parfois ça fonctionnait pas toujours aussi bien qu'avant, ça fonctionnait pas forcément à plein. Un exemple, puisque je vous ai avec moi Elsa Faution du Parti communiste, le résultat de Fabien Roussel, donc qui est candidat à la présidentielle, qui est sortant, qui est devant, mais de peu face au candidat du RN, c'est pas forcément un très bon signal. C'est pas un super score, si j'ose dire. Alors j'ai pas le score du 3e et du 4e. Je m'excuse parce que je le dis avant. Je l'ai pas en tête. Ce qui est vrai, c'est que quand on est en élection dans sa circonscription, on regarde assez peu, malheureusement, dans le détail ce qui se passe ailleurs, même si évidemment. Scores, c'est pas ce qui est vrai, c'est que l'ancrage, pour moi, il est quelque chose d'absolument décisif pour être en lien, pour être connecté aux réalités, pour les vivre aussi. Enfin, voilà, moi j'habite Gennevilliers, dans ma circonscription, dans un des premiers quartiers qui a été classé prioritaire en 1983. Est-ce que vous avez discuté avec Fabien Roussel et comment il appréhende ce second tour? Mais ce que je veux, quand même, je réponds à votre question sur l'ancrage, parce qu'à mon avis, c'est une question importante. Cet ancrage, il est extrêmement important pour exercer son mandat. Et pour pouvoir vivre des expériences politiques, des expériences sociales, culturelles avec les habitants de sa circonscription. Pour moi, c'est assez décisif. Après, ça ne fait pas l'élection. Un bilan, c'est pas ça qui vous fait réélire, même si c'est une bonne donnée et que les gens peuvent vous juger dessus. Donc après, il est dans une circonscription où le Rassemblement national, depuis des dizaines et des dizaines d'années, s'est implanté. C'est dans un terrain, effectivement, où le monde ouvrier a connu la désindustrialisation de manière massive et où le Rassemblement national s'implante d'année en année. Ce que je vois, c'est que Fabien Roussel
pour un communiste dans sa circonscription, résiste bien face au Rassemblement national. Je pense également à Marine Tondelier face à Marine Le Pen. En plus, c'est des mandats qui s'exercent, ou un exercice politique qui s'exerce dans la dureté quand on se retrouve face à ces candidats du Rassemblement national-là. Donc moi, je trouve que le résultat est loin d'être mauvais et qu'il a, à mon avis, il faudrait regarder 3e et 4e, la capacité... 15% pour Ensemble et 9% pour Divers Gauche, c'est peut-être là que sont... Je pense qu'il y a une capacité à gagner le rapidement sur l'ancrage, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. On a un candidat qui est très ancré, mais on a surtout un Rassemblement national qui est extrêmement ancré lui aussi. Ouais. Et il ne faut pas qu'on passe à côté de l'analyse précise de la situation au regard de l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. Certes, notre union a permis de balayer bon nombre de ces candidatures au second tour et de donner la perspective d'un changement de majorité en réel dans l'exécutif, mais enfin, il ne faut pas non plus faire comme si le problème de l'extrême droite était réglé, et notamment dans certains départements et dans certaines régions. Et je crois que là, pour reprendre ce que disait Elsa tout à l'heure, c'est aussi notre capacité à construire cette union dans la durée et à prouver que c'est du solide qui permettra de répondre à cet enjeu majeur qui reste très dangereux. Est-ce que vous pensez toujours pouvoir être la première force du Parlement ? Ah oui. Oui, je pense que c'est un objectif pour lequel on va donner toute notre énergie dans cette semaine. Et franchement, je pense que, regardez la situation, on est sur 3 blocs. Ouais. Le bloc extrême marché d'Emmanuel Macron se retrouve dans une situation où, à peine 1 mois et demi après l'élection, alors certes, il avait été le président le plus mal élu de la Ve République, eh bien, il se retrouve à ne pas être en capacité d'être en tête. Nous sommes en tête, malgré les tripatouillages du ministère de l'Intérieur qui a cherché à manipuler la représentation des chiffres en nombre de voix. Alors, expliquez les tripatouillages, parce que là, qu'en fait, c'est un mot assez fort. Vous vous souvenez déjà l'épisode antérieur. Ce que vous voulez dire, il y a eu 2 épisodes. L'épisode antérieur où le ministre de l'Intérieur a essayé de ne pas reconnaître la NUPES. Oui. Et donc de faire en sorte que les scores de la NUP soient représentés de manière éclatée. Ils ont perdu devant le Conseil d'État. Et hier soir, que s'est-il passé ? Le ministre de l'Intérieur, au lieu de présenter la totalité des voix de la NUPES, a sorti certains candidats de la NUP, qui étaient pourtant dans les accords de la NUP, pour qu'ils ne figurent pas dans le total des voix de la NUP, pour montrer finalement qu'ensemble, la majorité présidentielle était en tête en nombre de voix. Or, c'est la NUP qui est en tête en nombre de voix. Mais c'est très grave d'un point de vue démocratique, qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui, à ce point-là, cherche à manipuler l'opinion en falsifiant la réalité. Vous allez lancer des recours ? Vous allez lancer des recours ? Oui, ben là, il y a des démarches qui ont été engagées, un communiqué de presse pour exiger que la vérité des chiffres soit donnée. Le meilleur exemple, c'est celui de Jean-Hugues Ratenon, qui a été député FI pendant 5 ans, j'ai siégé pas loin de lui, et qui n'est pas comptabilisé dans le score NUPES. Pour le coup, député FI pendant 5 ans, c'est un peu compliqué de ne pas le comptabiliser. Petite nuance, je ne vais pas faire un débat sur le comptage, mais c'est que l'accord de la NUP tel qu'il était, NUPES, tel qu'il était présenté, ne comptabilisait pas, n'incluait pas les candidats d'outre-mer dans un premier temps. Et que l'autre nuance, c'est que certains candidats, notamment socialistes, on l'a raconté dans Mediapart, etc., ont eu beaucoup de mal à assumer l'étiquette NUPS, l'Union de la gauche, à s'inscrire en préfecture au nom de cette union, et c'est ce qui a justifié, en tout cas c'est la brèche dans laquelle le ministère de l'Intérieur s'est engouffré pour ne pas comptabiliser. Mais voilà. Quelle mauvaise foi absolue, vous savez bien. Non, de la part du ministère de l'Intérieur, c'est une mauvaise foi absolue, c'est une manipulation, mais scandaleuse. Au-delà de la manipulation telle que vous la décrivez. Donc on est en tête. Ok, alors on est en tête au niveau des voix. Non, mais c'est important que les gens réalisent. Nous sommes en tête. À partir du moment où nous sommes en tête, les réserves de voix. Il y a un bloc de second tour. Sur les 4 blocs. Bloc extrême marché, bloc extrême droite, bloc populaire. Le 4e bloc, c'est les abstentionnistes. Et là, moi, je voudrais m'adresser vraiment aux jeunes. Et au quartier populaire, aux jeunes, vous avez une très bonne nouvelle. Le 19 juin, si vous utilisez le bulletin de vote de la NUP, eh bien vous êtes en capacité de pouvoir, en élisant vos députés de la NUP et en provoquant une majorité et en imposant à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, d'instaurer l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation. 1063 €. C'est-à-dire que la galère des petits boulots pour financer ses études, la galère des livreurs à vélo, c'est fini. Vous avez de quoi financer vos études. Et
vous engagez en plus des politiques qui vont enfin s'attaquer réellement à l'urgence climatique, là où M. Emmanuel Macron, en 2 quinquennats, a démontré, a été condamné pour son inaction climatique. C'est des enjeux de taille. Donc et je suis persuadée qu'en remobilisant les abstentionnistes, et notamment la jeunesse, qui était venue massivement voter pour Jean-Luc Mélenchon, on peut l'emporter dimanche prochain. Ilyes, donc la majorité présidentielle et la NUP, nous on le formule comme ça, dans Mediapart, sont au coude à coude. Est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron est défait, comme l'a dit hier Jean-Luc Mélenchon ? Et toi, comment tu qualifies ce résultat d'une majorité sortante ? Ce qu'on a écrit hier soir... Qui avait 300 000 députés donc à l'issue des législatives de 2017. Une majorité absolue. Il y en a certains qui sont partis en cours de route, mais c'était ça en 2017. Voilà. Ce qu'on a écrit hier soir, c'est que, incontestablement, Emmanuel Macron a raté le pari qu'il avait fait en commençant cette campagne. Ça, c'est incontestable. Est-ce qu'il est défait ? Alors, si on regarde de l'œil gauche... oui, évidemment que par rapport à l'objectif qui était le sien, qui était, je le rappelle, au début de la campagne, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir la majorité absolue sans le modem et horizon. C'est-à-dire uniquement sur La République En Marche, d'avoir les 290 députés nécessaires pour avoir les mains libres. Parce qu'il ne peut pas se représenter dans 5 ans, parce qu'il est conscient que très rapidement dans le quinquennat, il y aura des formes de concurrence, de contestation interne. Et sa volonté, c'est pour ça que les investitures en fait, ont été contrôlées par Emmanuel Macron pour une grande partie d'entre elles, avec des gens qui sont très proches, très loyaux, très fidèle, etc. Sa volonté, c'était de gouverner seul, avec son parti. Il en est revenu, et là, il est quand même dans une situation où eux, et c'est pour ça que je vais apporter une toute petite nuance à l'analyse que fait Jean-Luc Mélenchon, du côté de l'Élysée, de la majorité, on estime quand même que les reports de voix vont leur profiter dans l'entre-deux tours. Et que dimanche, l'électorat de droite traditionnel, LR, ou l'électorat d'extrême droite, qui souvent est éliminé du second tour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, va se reporter plus naturellement vers les candidats de la majorité. Et c'est ça la stratégie qui est à l'œuvre depuis hier soir, de diabolisation absolue de l'union de la gauche. Quand Amélie de Montchalin, par exemple, la ministre de la Transition écologique, qui elle-même est en danger, en grand danger dans sa circonscription, contre Jérôme Guedj, un socialiste, quand elle va ce matin sur CNews, on voit, y compris à son attitude, y compris à son vocabulaire, qu'elle est dans une situation politique difficile qui justifie une forme de surenchère du vocabulaire. Elle parle d'anarchiste d'extrême gauche, elle parle d'antisémitisme, etc. En parlant de Jérôme Guedj, qui est quand même, bon, pour ceux qui connaissent un peu, un socialiste bon teint. Voilà. Alors justement, allons-y sur le début de campagne donc d'ensemble vis-à-vis de la NUP. Donc dans 65 circonscriptions, on aura des duels NUP Rassemblement National. Donc un des enjeux, c'est effectivement de savoir si la majorité donnera des consignes de vote et lesquelles. Et en à peine 24 heures, on a entendu tout ou presque. Il est aux alentours de 21h quand la Première ministre Elisabeth Borne prend la parole, 4 minutes 55 et 4 références aux extrêmes au pluriel. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. Dimanche prochain, face aux extrêmes. Un discours partagé par Jean-Michel Blanquer, battu et 3e derrière le RN et la NUP. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Il y a une volonté de détruire et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie. La porte-parole du gouvernement, elle, refuse de donner une consigne claire. Sur des résultats qui ne sont pas définitifs, ça va bouger toute la soirée. Mais c'est une question qu'on pose tout de suite après le premier tour. Concerne très peu de circonscriptions. Donc moi je veux bien qu'on tire des généralités sur 2 ou 3 ou peut-être une dizaine de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national. Débats locaux ou pas, certains tout de même trouvent que ça reste une question de principe. J'ai toujours dit à titre personnel, moi je n'ai jamais mis de signe égal entre la NUPES, même ce que je considère comme étant l'extrême gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et le Rassemblement national. Position de Clément Beaune à titre personnel, alors qu'une des porte-paroles du parti l'affirme au nom d'En Marche, ce qui ne manque pas d'étonner sur le plateau de BFM, qui n'y comprend plus rien. Non, je vais être extrêmement claire ce soir, pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Et partout, nous appelons à faire battre les candidats de l'extrême droite. Si vous tournez les yeux, vous allez voir Camille Langlade qui regarde ses fiches un peu désemparée. À chaque fois qu'on voit quelqu'un débarquer, c'est une position un peu différente. Oui, exactement. C'est la nouvelle majorité d'Emmanuel Macron. Vous me posez la question. Non mais alors, pardonnez-moi pour clarifier les choses, Madame Région. Est-ce que c'est votre position personnelle ou est-ce que c'est une position de votre parti ? Je suis
aujourd'hui présente sur votre plateau comme porte-parole de Renaissance, de La République En Marche, pour parler à tout le monde. Et donc je parle en tant que porte-parole de La République En Marche. Je vous le redis, pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement National et aux candidats de l'extrême droite. Donc en 1h30, il y a eu un changement parce que pour que les gens qui nous regardent aient un peu ça en tête, il y a à peu près 1 heure et quelques, on a parti à l'AFP, agence de presse, qui dit pas de consigne, on choisira au cas par cas. On avait par ailleurs en face de nous il y a quelques instants Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui avait un peu de mal à définir qui disait au cas par cas, qui avait un peu de mal à définir une position. Plus tard dans la nuit, Elisabeth Borne clarifie un peu en tweetant « Pas une voix à l'extrême droite ». Et ce matin, la porte-parole du gouvernement finit par accepter de répondre. Dans ces cas précis, RN, NUPES, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Pas une seule voix pour le Rassemblement national, c'est la position de la majorité présidentielle. C'est par dire cas par cas, donc ça c'est fini, pas de cas par cas. Nous n'avons jamais manqué de clarté à l'endroit de ce sujet. Nous sommes clairs comme de l'eau de roche. Sauf que partout dans les médias, elle est contredite par ses camarades. Jean-Luc Mélenchon a beau jeu d'expliquer qu'il est évidemment opposé à l'extrême droite. Mais son programme le rejoint. Moi, je combats l'extrême droite, je combats le fait qu'on pourrait laisser croire aux Français qu'on va désobéir l'Europe ou en sortir. Je combats l'idée selon laquelle il faudrait qu'on trouve en permanence des coupables. Moi, je crois à la République. Et donc, notre position est très claire. Pas de voix à l'extrême droite. Donc, et barrage à Marine Le Pen, mais pas barrage à Jean-Luc Mélenchon. Pas de voix aux anti-républicains. Mais il y a des circonscriptions où les candidats sont des candidats anti-républicains. Des candidats qui expliquent... Parmi les candidats de la NUP ? Oui, des candidats qui expliquent que la police tue, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Êtes-vous anti-républicaine ? Ils sont des sacrés faussaires de la République et nous font en permanence des leçons de morale. Je rappelle que ce sont ceux qui ont poursuivi la destruction de nos services publics, ce sont ceux et celles qui ont fait la loi séparatisme, ce sont ceux et celles qui ont déroulé le tapis rouge au Rassemblement national, qui en permanence nous font des leçons de République, et c'est insupportable. Et de les voir là, parce que vous en avez loupé quelques-uns encore. Je pense à la ministre. On a bien compris là. À l'ancienne ministre des Sports. Alors j'allais y venir. Justement, j'allais y venir sur l'indignité. Allons-y du coup. L'indignité vraiment de ses propos face à Rachel Keke. Voilà, donc Roxana Maracineanu, donc ex-ministre des Sports, qui s'est qualifiée loin derrière. Donc on le disait, la gouvernante du groupe Accor, Rachel Keke, connue pour sa lutte sociale pour les femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles. Elle tweet en disant qu'elle souhaite rassembler tous ceux qui voulaient faire barrage à l'extrême gauche. Donc c'est un nouveau type de vote barrage. Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de trembler. La Macronie, elle est en train de trembler. Le camp présidentiel est en train de trembler. Je crois que la NUPS fait trembler les intérêts de la bourgeoisie et que c'est très clair au travers des exemples de ministres ou de représentants d'En Marche que vous venez de montrer. Mais c'est terrible. On peut refaire juste un petit rétro en arrière parce que je pense que c'est important. Les libéraux, depuis des dizaines d'années, font en sorte d'organiser le duel-duo avec le Rassemblement national en pensant être celles et ceux qui vont l'endiguer suffisamment, en le laissant suffisamment haut, mais en l'endiguant pour permettre de sauver leurs propres intérêts à chaque fois. Et aujourd'hui, ce qu'ils remarquent, et ça ne les dérange pas que le Rassemblement national puisse rester à ce niveau-là. Alors, ils nous font des leçons de morale le 10 avril en nous expliquant qu'il faut appeler, il faut même venir sur les marchés face au Rassemblement national, alors que nous avons des propos extrêmement clairs face au Rassemblement national. Et maintenant, là, quand ils ont peur de la NUP, c'est-à-dire de celles et ceux qui peuvent leur ôter le pouvoir, ou en tout cas les mettre grandement en difficulté pour appliquer un programme de destruction sociale, eh bien là, ça part dans tous les sens. Et c'est du à la carte qui est insupportable. Et face à Rachel Keke, je le dis, une femme qui a été femme de chambre, qui est femme de chambre, qui s'est battue pour ses droits, et pour toutes celles avec qui elle travaillait, qui ont été maltraitées à l'Ibis Batignolles, qui se sont battues, aujourd'hui venir expliquer qu'elle est en dehors de la République, mais c'est continuer de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite que de faire ça. Voilà le danger extrêmement important. Donc je trouve qu'il y a une indignité extrêmement problématique. Des duels ensemble RN, il y en aura plus, il y en aura 114. À l'inverse, de votre côté, c'est très clair, à la NUP, pas une voix pour l'extrême droite. Oui, comme on l'a fait pour la présidentielle, comme je l'ai fait comme candidate au moment de la présidentielle et que je continue de le faire. Je voudrais quand même dire deux mots, parce que ce qu'on observe là, c'est vraiment proprement scandaleux. Enfin, on voit bien que la majorité autour d'Emmanuel Macron, la future ex-majorité,
utilise le Front National vraiment... c'est presque une instrumentalisation en permanence du Front National en fonction de ses intérêts. Moi, je vois là beaucoup d'antirépublicanisme. Et j'en ai assez, effectivement, qu'on nous accuse sans arrêt, alors qu'en quelque sorte, avec Rachel Keke, qui se présente à l'élection législative avec de chances de l'emporter, je veux vraiment saluer son score, c'est la circonscription d'à côté de chez moi, justement, on a toute la République. Parce qu'on a enfin des personnes qui ont mené la vie de millions de gens, qui prennent la parole et qui sont légitimes à raconter le vécu. Et là, après avoir applaudi les soignants et dit « Ah, c'est formidable, les gens de deuxième ligne », ça devient l'anti-république. Non, mais vraiment, mais c'est absolument honteux, ce mépris. Et je voudrais dire que là, il y a de l'extrémisme dans ce mépris social permanent et qu'il faudrait certainement que Emmanuel Macron cesse et ses amis cessent avec ça, parce que c'est vraiment ça qui aussi fait fuir les Français de la politique. Ilyes, tu voulais... Non, juste pour préciser, pas une voix au RN, c'est une forme de tournure ambiguë dans laquelle s'est engouffrée la majorité. Oui. Parce que derrière pas une voix au RN, alors effectivement ça c'est le point commun entre les consignes du côté de la gauche et du côté de la majorité, il y a la question de pour qui on vote ensuite au second tour. Et donc pas une voix au RN, d'accord, mais ensuite c'est un vote blanc ou c'est un vote pour le candidat qui est opposé au RN. Du côté de l'Union de la gauche, vous m'arrêtez si je me trompe, l'idée c'est de voter pour le candidat qui est en face du Rassemblement national. Ça c'est une consigne a priori partagée. Ça dépend entre nous. D'accord. Non, écoutez... même toujours d'ailleurs au second tour de la... Parce que justement... Mais mécaniquement, d'un point de vue mathématique, si on ne vote pas pour le candidat qui est opposé au RN, on ne permet pas de ne pas élire le RN. Le piège de cette injonction au Front républicain pour battre l'extrême droite, c'est qu'on vous somme, finalement, d'accepter toujours le duo qui doit conduire à réélire le libéral, qui est celui-là même qui, par sa politique, encourage la progression de l'extrême droite. Et en plus, l'étape d'après de cette incantation au Front républicain, c'est que vous avez donc des discours des libéraux pour finalement dire « Oh mais les extrêmes c'est la même chose » et d'ailleurs notre front qu'on a toujours fait contre l'extrême droite, maintenant on fait le front contre la gauche. Vous voyez, c'est le piège dans lequel ils mettent. Nous pensons la chose suivante. Pour lutter contre l'extrême droite dans ce pays, il faut tout simplement mettre en place une politique en faveur de l'égalité des droits, en faveur de la justice sociale. Mais dimanche. Et donc dimanche, qu'est-ce qu'on fait dimanche ? De la même manière qu'au second tour de l'élection présidentielle, les citoyens et les citoyennes sont en capacité de choisir ce qui semble pour eux être leur devoir. Mais soit ils utilisent le bulletin de vote, et celle de soit ils utilisent le bulletin de vote du candidat LREM, soit ils utilisent le bulletin de vote blanc, soit ils préfèrent s'abstenir. Et la bataille contre l'extrême droite, elle se fera quand justement on a des candidatures comme Rachel Keke qui montre que la République, eh bien c'est celle qui résiste, celle qui lutte et celle qui va conquérir des droits pour l'égalité des droits. Donc on ne fait pas tout pour ne pas faire élire de députés non, RN. Notre reproche, il n'est pas, vous l'avez noté, nous, le pas à une voix à l'extrême droite, on ne le conteste pas quand ils le disent également. Non, mais c'est juste pour comprendre la différence. C'est ce qu'on a dit à d'autres moments, ils le disent. Pardonnez-moi, je ne leur demande même pas. Juste pour qu'on comprenne bien, en termes de consignes de vote, les vôtres sont à peu près les mêmes que celles finalement d'ensemble, c'est-à-dire pas une voix au RN, sur ça vous êtes d'accord. Quand ils le disent pas tous, là, vous l'avez vu quand même. Enfin, vous avez montré tous les extrêmes. Et puis, ils sont même pas en capacité, de le dire. Ils n'ont eu de cesse que de nous reprocher, de dire vous n'êtes pas capable d'appeler à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. C'est que vous êtes ambigu vis-à-vis de l'extrême droite. Ouais. Et là, en fait, on les prend au piège d'être en train de faire finalement un parallélisme inacceptable entre une force politique qui propose l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature et des forces d'extrême droite qui banalisent le racisme dans ce pays. Très rapidement, ce qui est vrai, c'est que la Macronie, en fait, a critiqué très vivement Jean-Luc Mélenchon quand, en 2017 puis en 2022, il a donné cette consigne de vote. Ça, c'est vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est que hier, il y a eu un moment de flottement. Et en fait, il y a deux lignes qui existent autour d'Emmanuel Macron. Une ligne autour de Jean-Michel Blanquer qui consiste à dire l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pareil. Il a perdu d'ailleurs. Il a perdu des tours. On l'a dit hier soir, effectivement. Et ce qui est quand même original, c'est que Emmanuel Macron lui-même, pendant la campagne présidentielle, et notamment pendant l'entre-deux tours, la période où il disait l'avenir en commun, la planification écologique pour séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il
avait dit plusieurs fois dans l'entre-deux tours, je ne mets pas un signe égal entre l'extrême gauche, ce qu'il appelle l'extrême gauche, et l'extrême droite. Emmanuel Macron lui-même l'avait dit. Emmanuel Macron lui-même l'avait dit. Et là, il y a une sorte de revirement par rapport à cette position qui, effectivement, transparaît depuis hier soir. Mais c'est ça qui est insupportable, c'est à géométrie variable. Ils jouent avec le feu de l'extrême droite sans arrêt. Voilà, et c'est la République qu'ils mettent en danger là, par cette façon d'un coup de dire c'est scandaleux de se limiter à dire pas une seule voix à l'extrême droite, et puis d'utiliser l'argument 3 semaines plus tard. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Donc, je crois que là, les gens ils doivent se rendre compte aussi, et qu'il faut arrêter. Enfin, nous, c'est pas l'extrême gauche, nous, c'est la gauche et les écologistes. Notre programme, il est crédible. Il y a des dizaines d'économistes qui ont bossé dessus pour le chiffrer, et qui continuent d'ailleurs à travailler pour faire en sorte qu'on soit prêt. Et on nous envoie des noms d'oiseaux sans arrêt, on se fait insulter comme si nous... Enfin, ça suffit un petit peu. Cette situation est insupportable et nous la combattons avec... Vous avez encore de l'énergie pour le second tour, apparemment. Voilà. Peut-être parce que c'est important de commenter la manière dont ils prennent ces résultats. Et les résultats, c'est toujours important de les commenter. Nous le faisons, ils le font. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'ils prennent peur et qu'y compris ça leur fait... perdre un peu les pédales. Donc on ne va pas non plus passer les quelques jours qui nous restent, en tout cas pour ce qui nous concerne, à commenter leurs commentaires. On a quand même un gros effort à fournir pour aller convaincre celles et ceux qui se sont mobilisés à la présidentielle et qui ne se sont pas remobilisés à l'élection législative, peut-être ne percevant pas l'enjeu de transformation et donc l'aspect décisif que ça pouvait avoir. Et ça, on a 6 jours pour le faire. Et moi, je pense que leur flip doit nous donner un signal et doit donner un signal aux gens pour dire que ça veut dire que c'est possible de voir s'ils nous tapent flips dans leur jeu. Voilà. S'ils nous tapent à ce point-là, c'est parce qu'on est près de la victoire possible. Dans mes meetings, j'ai dit plus on kiffe. Voilà. Je vous le livre aussi ce soir, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt un bon signal et qu'il faut que les citoyens et les citoyennes de ce pays s'en saisissent largement. Au-delà de leur argumentaire, effectivement, où tous les noms d'oiseaux sont possibles à votre égard, quelle va être votre stratégie pour convaincre, y compris ceux qui, à gauche, on vous en a beaucoup parlé à la France Insoumise, ont pu avoir peur de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui sont sincèrement de gauche, pas du tout tentés par l'aventure Macron, mais qui pourraient se demander si la France Insoumise, c'est un parti trop radical, etc. Quels vont être vos arguments dans cette campagne de second tour pour convaincre ceux qui ne vont plus aux urnes et qui... Si vous regardez bien les résultats dans les différentes circonscriptions, notre difficulté n'est pas de ce point de vue-là. L'espoir suscité par la nouvelle Union populaire écologique et sociale nous a permis déjà d'avoir des scores qui prouvent que chez les électrices et les électeurs de gauche, le choix a d'ores et déjà été fait. La bataille, elle est beaucoup plus à la fois de convaincre circonscription par circonscription, parce que les situations sont différentes, qu'il faut retourner aux urnes et que les choses ne sont pas forcément gagnées, même pour les candidats qui ont plus de 50%, je pense à eux. C'est pas facile de... C'est la première fois que j'entends c'est pas facile d'avoir c'est pas si simple que cela de dire aux électrices et aux électeurs, si, il faut y retourner. Merci, Daniel. Mais c'est surtout aller convaincre les abstentionnistes. Et dans les abstentionnistes, vous avez plusieurs catégories. Vous avez ceux qui avaient pu voter, soit Jean-Luc Mélenchon, soit Yannick Jadot, et qui ne sont pas allés aux urnes. Et là, il faut leur dire, vous pensiez peut-être que les élections législatives étaient pliées finalement, parce qu'à chaque fois, on a ce schéma classique où le président de la République étant élu, c'est lui qui obtient mécaniquement la majorité, et donc tout ça ne sert à rien, donc on ne se déplace pas. Là, on voit bien qu'il n'en est rien et qu'au contraire, tout est possible. Donc là, je pense que cet espoir-là et justement cette flip du pouvoir actuel doit motiver des abstentionnistes du premier tour de la législative pour y aller au deuxième tour. Et puis vous avez aussi celles et ceux qui sont parfois plus éloignés et où on voit bien que continuer à aller à nos porte-à-porte, moi j'ai pu voir la réalité des quartiers où on a fait énormément de porte-à-porte, vous avez des abstentions qui sont moins élevées qu'à d'autres élections par exemple. Donc il y a une implication qui peut se construire et qui peut permettre de ramener les gens aux urnes.
Daniel Simonet, je profite de votre présence pour vous questionner sur le soutien et la venue de Jérémy Corbyn à Paris début juin. C'était donc en pleine campagne. On vous voit là avec lui et Daniel Obono. Émotion et fierté d'accueillir. Je rappelle que c'est donc l'ancien leader travailliste, figure majeure de la gauche britannique, admiré bien au-delà des frontières de la Grande-Bretagne, sauf qu'il a été exclu du Labour il n'y a pas si longtemps, notamment pour son laxisme vis-à-vis de propos antisémites de certains cadres du Labour. Est-ce que vous regrettez de l'avoir accueilli comme ça en pleine campagne? Est-ce que c'était maladroit ou pas? Alors, Jérémy Corbyn était à Paris pour une réunion de travail sur la question des exilés avec Daniel Obono. Daniel Obono était invité à notre apéro de campagne qu'on faisait place Édith Piaf, et Jérémy Corbyn voulait justement voir quelle dynamique politique se faisait avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et Daniel Obono est donc venu avec Jérémy Corbyn. Moi, je ne regrette rien. Je vais vous dire une chose. Je défie quiconque de trouver un seul propos antisémite de Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn n'est pas oui, mais Jérémy Corbyn, n'est pas antisémite. 2, Jérémy Corbyn a été réintégré au Parti travailliste, qui a dû s'excuser par ailleurs auprès de Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn a reconnu qu'il avait mal géré, mis du temps à réagir, et s'en est excusé. La situation n'est pas aussi simpliste que vous ne le dites. Jérémy Corbyn avait par ailleurs exigé dans toute cette affaire que les statuts du parti soient respectés sur la façon dont les procédés en interne devaient avoir lieu. Et ce que je remarque aussi, c'est que Jérémy Corbyn incarnait d'abord et avant tout l'aile gauche du Parti travailliste, fortement contesté, et il incarnait aussi une figure qui défendait l'application du droit international dans la question du peuple palestinien. Si vous voulez, que vos opposants se servent de cette rencontre avec Corbyn pour vous brandir comme un épouvantail, c'est une chose. Mais dans votre propre camp, il y a certains, en toute bonne foi, qui pensent que c'était peut-être stratégiquement pas forcément opportun de s'afficher avec lui. Alors, moi, je cite juste Olivier Faure à Mediapart le 8 juin dernier, choisir Jérémy Corbyn comme témoin de moralité, ce n'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Non, mais franchement, moi je pense que la gauche, elle a besoin de solidarité internationale, voilà. Et quand on a été sans cesse attaqué d'islamo-gauchistes, alors que ce terme n'existe que dans Valeurs Actuelles. Pardon, j'ai pas entendu. Quand on a été sans cesse attaqué d'islamo-gauchistes, alors que ce terme est une invention de Valeurs Actuelles, j'espère que on peut compter sur la solidarité internationale des autres forces de gauche pour nous soutenir et inversement. Voilà. Je vous posais simplement la question d'affaire avec quelqu'un qui a été considéré comme ayant un peu tardé à gérer des questions d'antisémitisme dans son parti. Je lutterai sans cesse. Je lutterai sans cesse contre toutes les formes de racisme et de l'antisémitisme. Je serai toujours une militante aux côtés de toutes celles et ceux qui pourraient être victimes de racisme ou d'antisémitisme, comme je l'ai toujours été dans mon engagement pendant toute ma vie. Et ça, c'est important. Et je ne tolère pas qu'on ait pu ainsi être sali par certains qui ont au contraire essayé d'instrumentaliser cela. Voilà. Et donc, je trouve ça abject quand on est à court d'arguments politiques, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma circonscription. Là, je vous cite Olivier Faure, je pourrais vous citer Philippe Marlière, je parle des compagnons de route de la gauche qui ont trouvé étonnant cet affichage. Mais, oui, mais vous savez, vous avez fait valoir votre point. Passons à un cas pratique. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui non, mais juste, je voulais dire ce que vous citez d'Olivier Faure, a dit stratégie de campagne, et Daniel Simonet, l'a très bien dit. C'était pas une stratégie, c'était aussi de savoir dialoguer avec les autres gauches en Europe. Et pour une personne qui a été blanchie, on se cache pas sur nos valeurs dans nos campagnes. Peut-être que pour dire quand même un mot sur l'Union populaire écologique et sociale, on se cache pas d'être de gauche non plus. Et donc être pour la liberté du peuple palestinien, par exemple, ça fait partie des valeurs que nous voulons défendre et dont nous ne voulons pas nous cacher. Non, mais parce qu'on rentre dans le détail de Jérémy Corbyn, il n'est pas question de son soutien. Non, mais c'était sur stratégie de campagne. Il n'y a pas de stratégie de campagne. Choisir Jérémy Corbyn comme témoin de moralité, ce n'est vraiment pas ce qu'il fallait faire, c'est tout. Oui, mais mais justement, c'est une façon de présenter les choses. Je crois que Daniel n'a pas choisi... Question posée, réponse donnée. Voilà. Tournons-nous vers un cas pratique, la réforme des retraites, qui sera à l'agenda très rapidement, à partir de la rentrée l'année prochaine notamment. C'est un sujet sur lequel la NUP est positionnée de façon claire et c'est un sujet d'importance pour votre camp politique. Comment vous faites concrètement pour l'empêcher au Parlement dans un cas, par exemple, où vous n'avez pas la majorité absolue? Ça va être quoi vos leviers? Vous ne pouvez pas répondre à cette question? Non, mais déjà, on va gagner. Il n'y aura pas de projet de loi
pour la retraite à 65 ans dans ce pays. Bon, d'abord, je peux parler de mon expérience comme députée. Voilà. Où on était, et puis je vais terminer, si tu permets, Elsa, parce que je me souviens très bien comment nous avons bataillé en lien, vous à l'Assemblée nationale, nous au Sénat, et en lien avec le mouvement social, pour mettre en échec le premier projet de loi contre les retraites. Juste avant le Covid, pour rappeler, juste avant le Covid, en mars 2020. Ouais, puis avant leur 49.3 aussi. Voilà, et où nous avions déjà jeté les bases aussi d'un travail commun entre les différents groupes, au sein de l'Assemblée nationale, au Sénat, pour faire échec à cette réforme. Il n'y aura pas de réforme de retraite à 65 ans. Que vous soyez majoritaire ou pas, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau Parlement ? C'est ce lieu qui redevient un lieu de débat démocratique, tel qu'il ne l'a pas été pendant 5 ans sous Macron ? L'objectif, c'est de... Comment dire ? Le premier quinquennat. Puisqu'on ne peut pas convoquer de processus constituant pour passer à la 6e République, nous allons faire en sorte de redonner tout son rôle au Parlement pour mettre de la 6e République dans la 5e actuelle. Et faire en sorte que le Parlement puisse enfin retrouver tout son pouvoir de lieu de délibération, de lieu d'élaboration des textes de loi, avec la volonté en plus pour nous toujours d'innover dans la façon de faire les textes de loi avec les citoyens et les citoyennes, avec les syndicalistes, avec les associatifs, avec les collectifs citoyens, et ça change tout. Quand vous intégrez aussi la question du référendum d'initiative citoyenne, parce que ça, nous pouvons le faire en ayant la majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous donnez aussi un pouvoir aux citoyens, vous leur redonnez une souveraineté qui leur permet à la fois de révoquer des élus, mais aussi de s'opposer à des textes de loi, mais aussi d'être force de proposition de textes de loi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'un point de vue démocratique dans notre façon, nous, d'assumer notre rôle d'élus majoritaires à l'Assemblée. Puis la question des retraites, elle est une question brûlante pour les citoyens de ce pays. Elle continue de l'être. Je rappelle que quand même, quand le projet de loi a été présenté par le président de la République il y a 4 ans, il y a eu une mobilisation des parlementaires, mais très large, surtout dans le pays, un mouvement social très fort qui a bloqué une partie du pays. Même au bout de plusieurs semaines de blocage, le rejet était toujours majoritaire dans la population. Ça reste vrai. Ma question n'était pas tant la mobilisation dans la rue, mais comment on l'a convertie. Ouais, mais pour nous, elle est, et on l'a vu. C'était des futurs députés. Mais c'était un cas d'école d'ailleurs, parce que on voyait bien à quel point il y avait un lien extrêmement fort entre les députés que nous étions et que nous sommes. Donc vous ferez le lien au sein de l'Assemblée et ce mouvement social là. Après, je le redis, les citoyens ont à portée de bulletin la possibilité de renvoyer ce funeste projet aux oubliettes. C'est terminé. Nous avons le Parlement populaire. À chacune, quel est votre prochain rendez-vous de campagne ? Demain matin, parce que on l'avoue, le lundi soir, à part les militantes dingues comme Daniel, mais j'avoue que là, ce soir, il y a une légère pause. Et alors demain matin, devant une école. Devant une école. On reprend demain, et notamment pour la signature d'un texte sur l'Assemblée des femmes, pour la place des femmes en politique. Alors j'ai 10 minutes pour rejoindre le porte-à-porte ce soir. Alors filez. Donc je vais arriver en retard. Ensuite, j'ai l'assemblée de campagne en pleine place publique. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci à toutes les trois, Sophie Taillé-Polian, Elsa Fossillon, Daniel Simonet, merci Ilyes. À l'heure libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ce sera Mathieu Magnodex aux commandes. Bonne soirée, salut.